Il y a deux choses. La première, c'est la dimension historique. Lors de la fondation de l'URSS, donc 1920, 21, 22, si je ne me trompe pas, c'est Staline qui n'est pas encore à la tête du pays, mais c'est lui, Staline le géorgien, n'oublions pas, avec une rivalité historique entre la Géorgie et l'Arménie. C'est Staline le géorgien qui est chargé de découper les frontières des nouvelles républiques qui vont être créées. Et à l'époque, l'Arménie est beaucoup plus vaste que ce qu'elle est aujourd'hui. Et Staline va découper. Alors ça, c'est le cartographe incroyable qu'on a rencontré, Rouben, merci. C'est une mémoire des noms extraordinaire. En fait, Staline découpe l'Arménie pour appauvrir, pour réduire la puissance de l'Arménie, parce que l'Arménie a toujours été en rivalité avec la Géorgie. Et il en découpe un bout à gauche, qui va donner à la Turquie, et qui est une espèce de cadeau fait aux Turcs, dans l'espoir que peut-être un jour, Atatürk rejoigne les communistes, rejoigne l'URSS, entre dans l'URSS. Il avait ça en la tête. Il en donne un bout, il crée l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ça n'existait pas, hein. C'est pas un pays, l'Azerbaïdjan. 1923, l'Azerbaïdjan. Voilà, l'Azerbaïdjan 1923, quoi, c'est vraiment la fondation. Alors, et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, c'est donc Ruben qui nous l'a raconté. Le Haut-Karabakh devait être intégré à l'Arménie. Et tout à coup, en 24 heures, Staline a changé d'avis, après avoir été à Bakou. Donc, et finalement, il décide de prendre le Haut-Karabakh et de le mettre dans le territoire azéri, l'Azerbaïdjan. Mais cette stratégie, c'est une stratégie. Voilà, cette décision, c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'à l'époque, à la naissance de l'URSS, les Russes ont reproduit dans beaucoup de pays, en Asie centrale, dans le Caucase, là en Arménie, qui est le fait d'associer dans des républiques artificielles des peuples antagonistes. Quand vous avez des peuples qui s'entendent bien entre eux, le risque, c'est quand même qu'un jour ils se retournent contre vous. Mais quand vous avez des peuples antagonistes, vous savez que tout le temps il faudra un gendarme. Et le gendarme, c'était Moscou. C'est exactement ça la stratégie. Et c'est pour ça qu'on en est là. Et aujourd'hui, Aliyev appuie ses revendications internationales sur le fait que ce sont des frontières reconnues au niveau international, mais ces frontières ont été décidées dans ce contexte par quelqu'un qui s'appelait Staline, dont on peut avoir un certain doute sur la capacité aujourd'hui d'avoir une légitimité dans les découpages qu'il a pu opérer. Et l'héritage de ça, ben, voilà, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vas-y, pardon. Alors là, il y a un autre élément au niveau de Staline, il a voulu supprimer la langue arménienne. Et il y a eu, malgré le goulag, malgré les sanctions, il y a eu une telle levée de bouclier des intellectuels et du peuple, il a dû renoncer. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, Staline a dû renoncer. Mais néanmoins, il a senti déjà le rôle que pourrait jouer la diaspora. Il a réussi à obtenir de modifier un tout petit peu la langue, grammaticalement parlant, pour qu'il y ait un petit peu de différence entre le parler de la diaspora et le parler de l'Arménie. Pour les couper un peu de la diaspora. Pour couper Pour la diaspora. couper de la diaspora. Et l'autre chose, on en reparlera. On en reparlera. Non mais oui, non mais, pour bien comprendre, parce que Olivier parlait, c'est vrai que souvent, quand on parle de l'Arménie face à ses voisins, et en particulier l'Azerbaïdjan, la Turquie, bien sûr, on a tendance à opposer le croissant et la croix, c'est-à-dire les chrétiens contre les musulmans. Mais c'est pas ça. Jamais on nous parle de ça en Arménie. Jamais. Les gens sont très croyants, bien sûr, sont très pieux et tout, mais et puis ça veut rien dire ça. Ce qui est sûr, et il suffit, je suis sûr que plein de gens d'entre vous, parmi vous, sont allés à Erevan. Vous allez à Erevan, vous avez l'impression d'être à Marseille ou à Paris ou à Clermont-Ferrand. C'est le même mode de vie, c'est la même civilisation. C'est-à-dire que l'Arménie aujourd'hui, c'est une vraie démocratie. Nous, on a assisté à des manifestations de l'opposition. Je peux vous dire que si ça n'a pas une démocratie, ils tapaient dur sur Pachinian. C'est une vraie démocratie, il y a une vraie égalité aux femmes. Les femmes vont à l'école, les femmes ne sont pas voilées, les femmes sont dans les commerces, les filles, nous on était au début du printemps, elles étaient en robe, mais comme vous croiserez des filles partout en France. Et bien cette situation-là, il y a une chose qui est claire, c'est qu'elle est totalement différente chez les voisins. Ce
Ce que vous voyez à Yerevan, en Arménie, vous ne le verrez jamais à Bakou et vous ne le verrez jamais à Ankara. Istanbul, c'est différent parce que c'est une ville presque européenne. Mais c'est ça aussi, l'opposition. C'est une opposition de civilisation, de vision des choses. Il y a un autre élément que je voulais apporter en vitesse, c'est au niveau de la foi et de la religion. Les Arméniens sont extrêmement attachés à leur religion, mais ça va au-delà de ça. C'est parce qu'ils ont été sous le joug ottoman pendant 400 siècles, et l'Église faisait partie. D'abord, l'Église s'est substituée aux politiques, et ensuite, l'Église a combattu avec le peuple. L'Église a pris les armes, et ce qui fait que les Arméniens, même s'ils ne sont pas très religieux, ils ont une foi énorme en leur Église. On va regarder le deuxième extrait. Là aussi, on part pour 6 minutes à peu près. On va rencontrer Araxia, habitant de Sok. Sok. On en parle après ? Juste un petit mot, mais vous avez vu la dernière image, il y a plein de maisons qui ont des toits rouges. Toutes les maisons qui ont des toits rouges, c'est des maisons qui avaient été détruites. Et voilà, il y a eu un programme gouvernemental. Donc tous les toits rouges, il faut s'imaginer que c'est des maisons qui avaient été détruites. Est-ce que Fredo, vous avez envie de réagir aux images que vous découvrez là pour la première fois, vos impressions, votre réaction? Moi, ma réaction, en fait, de toute façon, ça va un peu dans le sens de tout ce qui est dit depuis le début. Hein, c'est que moi, tous mes amis arméniens de France et du monde entier m'appellent pour me dire, en fait, au secours, là, on est complètement oublié, on est complètement laissé à l'abandon. Et j'ai même, donc, moi, mon ami avec qui je pars depuis 15 ans, tous les ans en Arménie, qui est aussi mon guide là-bas et mon traducteur, l'autre jour, il m'a appelé, il savait que j'étais en... Moi, je travaille beaucoup avec Pierre Perret, il me dit, dis-lui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il y ait une personnalité, quelqu'un de connu qui parle de l'Arménie, parce qu'on est absolument laissé complètement à l'abandon. Et il y a aussi, je fais un petit parallèle avec le Arminé, donc cette femme que j'ai rencontrée, parce que c'est une femme qui vit le tremblement de terre, enfin, qui est donc chez ses parents avec ses enfants pendant le tremblement de terre, qui reçoit, tout l'immeuble s'écroule sur elle, elle survit mais pas ses enfants, elle est amputée de ses jambes, elle devient donc championne de handiski, championne olympique, deux fois de suite en handiski, et quand on lui propose d'intégrer l'équipe suisse de handiski, elle le refuse et elle dit je repars à Gyumri, c'est ma ville, c'est là-bas que je dois faire quelque chose, et elle revient à Gyumri pour ouvrir son école pour enfants handicapés, et je retrouve à chaque fois ce même témoignage. On reste là, de toute façon, c'est ici qu'on va vivre. Donc voilà son témoignage. Voilà, les 3 vies, vous avez évoqué là, les 3 vies d'Arminé que vous couvrez, à qui vous rendez hommage dans cette bande dessinée. On va revenir tout à l'heure, plus précisément d'ailleurs, sur ce travail que vous avez fait avec le dessinateur Aurel. Sur les images qu'on vient de voir là, pourquoi bombarder ce village-là? Oui, alors d'une part, il y a une mine d'or, comme c'était dit au départ, et puis dedans, parce que c'est une zone stratégique qui vient, moi je l'ai emprunté pour aller ou revenir du Haut-Karabakh. Tenez-vous bien, le col qu'on voit au bout, là, de cette première image en drone, c'est le col de l'amour. Évidemment, ça prend une autre dimension aujourd'hui. Et quand on fait voler le drone, là, on est pratiquement encerclé, on est en territoire souverain arménien, les Azéris sont déjà là. Et voilà, donc il y a une volonté de la part des Azerbaïdjanais, donc d'Aliyev, le dictateur, de prendre du territoire à la République d'Arménie, du territoire souverain, et puis aussi une agression justement pour et essayer de mieux négocier plus tard. Mais voilà, donc on est dans un territoire très fragile. Malgré cela, le degré de résistance est très fort. On le voit à Karatia, et on a des personnages avant dans le film. Moi, je me rappelle, on n'a pas encore monté la séquence avec Christophe, mais il y a au tournage de février, on était dans la neige, on était dans la neige jusqu'au genou, etc. Puis à un moment, on se dit, tiens, sur un haut plateau de 2000 mètres, blanc de neige, sur la route qui longe le Nakhitchevan, donc en Arménie, je vois une gorge à un moment qui tombe dans le plateau, et puis c'est une superbe image de drone, on s'arrête, le temps qu'on s'arrête, on est en voiture là, sur la route principale, on avait raté ça, et je vois apparaître de la montagne qui descend quelqu'un de très très loin, avec une sorte de bonnet d'astrakhan immense. Je me dis, c'est comme une belle image, hein. Puis on s'approche, ça prend 20 minutes pour aller voir ce personnage. En fait, c'est un berger arménien qui s'appelle Misha, qui sera un des personnages du film. Il nous invite, on l'a retrouvé donc avec Christophe au tournage suivant en avril-mai, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il était en transhumance, il était en montagne. C'est Burt Lancaster, c'est le sosie
de Burt Lancaster. Il a des yeux bleus, il vous regarde comme ça, c'est un berger de 70 ans. Et en fait, il est arménien, mais du Haut-Karabakh. Et il nous avait expliqué, donc au cours de l'hiver et à nouveau en avril-mai, qu'il a mis 2 heures pour partir. Il a mis sa famille dans une voiture. Il a pris une deuxième voiture. Ils sont partis en 2 heures avec un kilo de kaki, de fruits du jardin. Ils sont partis de leur terre ancestrale. Et Micha, qui est berger, donc nous raconte un peu des reprises pour le tournage, à l'extérieur, puis à l'intérieur de cette maison qu'un ami lui prête, donc dans le territoire souverain d'Arménie, à 2000 d'altitude. Il nous raconte sa vie, etc. Et tout d'un coup, il nous parle de géopolitique. Ça peut paraître étrange venant d'un berger, et tu es d'accord, Christophe, hein, la vision que nous a donnée le rôle de la Turquie, la Russie, ce qui s'est passé au temps de Staline, etc. Et on s'est dit, voilà, toute l'intelligence arménienne, malheureusement une intelligence contrainte par cet isolement, par le fait qu'on est face à une petite république entourée de pays hostiles, qui est quand même victime de sa géographie, mais aussi de l'histoire, y compris de Staline, commissaire des peuples à l'époque, qui les aimait tellement qu'il aimait surtout les diviser. Et voilà, c'est un genre de personnage incroyable. On a été émus, hein, pour les 2 tournages, on avait les larmes aux yeux, parce que voilà, c'est un témoignage fort, c'est quelqu'un qui raconte sa vie, qui raconte son peuple, qui raconte l'histoire, et pour nous, c'est quelque chose d'universel. Et dans cette séquence, vous revenez sur les traces d'occupation des Arméniens sur ce territoire, et notamment par le patrimoine architectural. Vous rentrez dans cette église, on a l'impression qu'il faut être tenté de prouver que l'occupation arménienne, elle est là et elle existe depuis très très longtemps, depuis des millénaires. C'est encore nécessaire parce que la tentation de tout effacer est encore là, de faire table rase du passé. Un exemple, c'est le Nakhichevan, où le Nakhichevan, qui est une terre, ça veut dire où Dieu est arrivé en arménien. Et c'est une terre authentiquement arménienne, et toute présence arménienne, des monuments, églises, tout a été rasé. Absolument tout. Il y avait, je sais pas, plusieurs centaines de ce qu'on appelle des khatchkas, c'est des croix de pierre qui sont très symboliques, typiquement arméniennes, qu'on retrouve dans toute l'Arménie, partout dans les campagnes, qui sont magnifiquement sculptées. Tout a été effacé, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune présence architecturale arménienne dans le Nakhichevan. Et je pense que malheureusement, c'est le gros risque sur le Karabakh qui maintenant est entre les mains des Azerbaïdjanais. Oui, et on peut effacer 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'histoire, hein. On peut le faire. Il suffit de raser les églises, enlever les pierres, mais ça on a eu beaucoup de témoignages sur les rachats qui avaient été retirés. Et alors ça s'est passé, Nakhichevan, j'ai pas de bêtises, dans les années 30. Hein. Années 20, même dès les années 20, années 30. Donc c'est plus ancien, il y avait peut-être moins de résistance aussi. Au niveau technique, puisque là on profite de très très belles images, on voit que c'est des paysages magnifiques là, que vous filmez. Vous filmez par drone en partie, un peu. C'était pas compliqué d'utiliser des drones dans ces zones de conflit comme ça? Il faut faire un peu attention. Ouais. Mais, non, là, le plan à la mine, c'était Il a fallu faire des choses. Que ça ne sort pas de Clermont-Ferrand. On n'avait pas le droit vraiment d'aller à Sot, et puis grâce à des complicités arméniennes et du Karabakh, les combattants qu'on connaissait, on a pu y rentrer. Parce que c'est très exposé quand même, hein. On peut se faire massacrer très vite, et puis les Azéris peuvent redescendre, on descend très vite. Aussi jusqu'au village, ils sont tués. Hein. Et donc grâce à des combattants, on a pu y aller. Mais oui, effectivement, c'est très précaire hein, quand on sort le drone. Autant les Arméniens, les Karabakhis n'aiment pas trop ça, mais autant évidemment on s'expose aussi du côté des Azéris. Il faut faire très vite, mais voilà, on a eu ces aides de la part des amis arméniens, ça a beaucoup joué parce qu'ils veulent témoigner, ils veulent montrer évidemment voilà ce qui se passe. On voit vraiment, en plus là, c'est pas n'importe quoi ça, c'est sur cette descente au Karabakh, il y a la mine d'or qui est pas loin, donc on a toutes les composants de cet attrait, c'est plus que ça, c'est cette convoitise, on va dire, de la part de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Et Aliyev a dit, alors
est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Moi, je pense qu'il faut prendre pour argent comptant ce que disent les dictateurs. On a été trop victimes d'angélisme dans nos pays démocratiques. C'est pas du tout une vision des pays du Nord contre les pays du Sud, pays capitalistes contre le reste du monde comme le voudrait Poutine. Non, non, c'est une vision des pays dictatoriaux contre les pays démocratiques. Comme on dit dans le jargon des Nations Unies, les like-minded, ceux qui pensent de la même manière. Et là, donc, on a laissé faire Aliyev, et Aliyev, évidemment, a qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Et donc, pour finir, Aliyev a dit à plusieurs reprises, il a dit, mais Yerevan fait partie de l'Azerbaïdjan occidental. Quand vous êtes arménien, vous entendez ça, devant, il y a la chair de poule sur votre peau, parce que ça rappelle le génocide de 1915, donc à nouveau 1,5 million de morts, qui n'a jamais été reconnu, évidemment, par la Turquie, malgré la démarche de chercheurs courageux. J'étais encore en liaison hier soir avec une dissidente, une sociologue qui est à la fac de Nice maintenant, Pinar Selek, qui est turque, qui est sous le coup de 25 ans d'emprisonnement en Turquie, parce qu'elle a parlé des Kurdes, elle a parlé des Arméniens. Comme notre ancien invité d'honneur, prix Nobel de littérature turque, Orhan Pamuk, qui a eu des problèmes à un moment, qui était exposé sous un article du Code pénal, je crois que c'est le 460, mais je ne suis pas très sûr, qui peut faire accuser n'importe quel Turc d'irrédentisme, donc d'atteindre à l'intégrité de l'État, c'est pas une minorité. Les Alévis, les Kurdes, effectivement, les Arméniens. Donc voilà. Donc je crois qu'il est temps aussi, enfin il est temps, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer modestement de faire prendre conscience de cela, que d'abord l'histoire de l'Arménie est là, les Arméniens sont là depuis des millénaires, et deuxièmement, c'est parce qu'il y a des dictatures autour qu'il faut abandonner un pays. C'est important d'aider les petits peuples qui sont menacés. Il y a une... il y a une formule, les mots ont leur importance, c'est ça. C'est-à-dire que la façon dont on parle des choses, ce que disait, on va le voir, ah non, on l'a pas, c'est avec Anouche, pardon, c'est quelque chose que je suis en train de monter, mais qu'on ne peut pas vous montrer encore, mais beaucoup de gens nous ont dit, notamment une institutrice, une directrice d'école, Jean Bretter, elle nous a dit, mais nous, jamais on enseigne la haine aux enfants. On leur dit pas, il faut haïr les Turcs et et je dis juste, on veut qu'ils nous laissent vivre en paix. Mais ça, tout le monde le dit. Donc les mots ont leur importance. Parce qu'en face, quels sont les mots qui sont dits? Aliyev dit, l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Ça n'existe pas. C'est un nom. Voilà. Illégitimité de présence des Arméniens. Et qu'est-ce que dit Erdogan? Eh bien, Erdogan, il reprend une vieille formule. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Les survivants du génocide en 1915, ils avaient un nom, on les appelait le reste de l'épée en Turquie. Le reste de l'épée. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est clair. Ceux qui avaient survécu à l'épée, le reste de l'épée. Et dans un de ses discours, je crois pas très ancien, mais un peu avant les élections, Erdogan a dit il faudra en finir avec le reste de l'épée. Donc, la situation elle est là. C'est-à-dire qu'on a quand même... Et bien évidemment, aujourd'hui, les pauvres Arméniens, ils ont tout contre eux. C'est-à-dire qu'ils ont des intérêts, ils ont toujours, je fais un peu l'histoire de l'Arménie, il y a toujours eu des intérêts supérieurs qui s'opposaient au fait qu'on prenne leur défense. Aujourd'hui, l'intérêt supérieur, c'est tout simplement l'OTAN, avec un pays qui est la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. C'est indispensable aujourd'hui pour l'équilibre du monde que la Turquie fasse partie de l'OTAN. On est prêt à tout céder Erdogan pour qu'il accepte la politique globalement américaine, on va dire, et européenne. Donc, bien évidemment, les pauvres Arméniens là-dedans, ils ne comptent pas. Il fallait qu'ils comptent. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre quand même à une autre réaction de la part de la France et de la part de l'Europe? Est-ce qu'il y avait des possibilités d'agir pour ne pas laisser le territoire arménien se faire grignoter peu à peu? Oui. D'une part, parce que la France est encore la patrie des droits de l'homme. On ne peut pas s'imaginer, même s'il faut évidemment améliorer tout ce qui se passe au niveau du droit et de la politique en France, mais on ne peut pas s'imaginer comment dans les pays du Sud, en Afrique et en Asie, comment on se représente la France sur la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de la presse. Donc il y a un rôle quand même, c'est un devoir qui oblige. Et puis deuxièmement, la France a accueilli beaucoup de rescapés, tout à son honneur, du génocide en 1915. Ils sont venus par Marseille, sont remontés sur la Côte d'Azur, sur Lyon, d'où la présence de communautés assez importantes dans cette région-là, bien sûr en PACA et à Paris. Et voilà, moi je suis déçu parce qu'on a été avec nos amis écrivains et philosophes voir le président Macron. On pensait au mois de janvier qu'il allait y avoir une intervention de la France, une intervention
au niveau des mots, au niveau du discours, au niveau des sanctions, et il ne s'est rien passé. Et je pense qu'il faut sanctionner les pays dictatoriaux, c'est le cas donc, pour Aliyev, il faudrait sanctionner la dictature de l'Azerbaïdjan. Et alors tu parlais bien sûr aussi de ce rôle de la Turquie, qui est un pays de l'OTAN. Comment un pays de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, peut utiliser des centaines de mercenaires djihadistes en Syrie, on a les noms, qui ont été amenés de la Syrie, je connais bien l'endroit, vers Idlib, à Gaziantep en Turquie, de Gaziantep par avion jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan, avec l'aide de l'état-major turc évidemment, et remonter pour agresser les Arméniens du Haut-Karabakh. Ce sont en partie, pas tous, ces Syriens, il y avait jusqu'à 3000 combattants en partie, donc il y avait des centaines de djihadistes. Comment un pays de l'OTAN peut faire cela? Donc recycler du Daesh, donc de l'État islamique, etc. Donc je crois qu'il est temps aussi, même que l'Union européenne adopte les sanctions. Malheureusement, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été à Bakou pour signer un accord du gaz. Je signale quand même qu'il y a une partie du gaz qui arrive en Europe qui est azéri, d'une part, et deuxièmement, il y a du pétrole qui vient de Bakou, mais qui est en fait du pétrole russe que Poutine revend à Bakou, et que Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, revend à l'Europe. C'est ça la réelle politique, la géopolitique, mais il n'empêche. C'est pas parce que ça existe, c'est pas parce que la réelle politique est là qu'il ne faut pas la dénoncer. Je crois qu'il faut continuer à le faire. Oui, cette histoire de pétrole et de gaz, c'est vraiment un enjeu qui fait aussi que l'Arménie, vous voyez. Comment la présidente de l'Union européenne, Madame von Linden, va serrer la main d'Aliyev en disant c'est un pays fiable, tout ça pour 2 ou 3% de pétrole de l'Union européenne. Je trouve ça absolument triste, quoi. Il y a un côté un peu lamentable de serrer la main d'un président sanguinaire comme ça. Catherine Colonna y est allée aussi au printemps. Hein. Elle est allée à Erevan et après elle est allée à Bakou. Hein. Ouais, mais elle n'a pas dit que le président Aliyev était quelqu'un de fiable quand même. Ou elle n'a pas dit qu'il n'était pas fiable non plus. On regarde le dernier extrait, toujours du film, donc Si je t'oublie, Arménie. Est-ce que depuis vos tournages, vous avez eu des nouvelles des uns et des autres? Est-ce que la situation a évolué? Oui, on a eu des nouvelles de la part des réfugiés, donc 120 000 habitants qui ont dû pratiquement tous sortir, qui ont été contraints, encore une fois, déplacement forcé de population, dont 30 000 enfants. Et puis, oui, témoignage par les médecins. Le directeur de l'hôpital, qui est un jeune anesthésiste de l'hôpital de Separekert au Karabakh, disait qu'il n'y avait plus rien, évidemment. Il est parti aussi. Et ces réfugiés se trouvent dans une situation précaire, extrême, puisque même si l'Arménie, la mère patrie, les accueille, on est dans un pays relativement pauvre, qui n'a pas de ressources naturelles, qui a peu d'aide de l'extérieur, et voir arriver 120 000 habitants ou à peu près, malgré les ONG qui sont sur place, c'est très, très instable. Après, il y a d'autres dirigeants politiques qu'on a connus, dont Routenian, qui était le président élu, Bao Saakian, qui est l'ancien président élu également, qui eux sont en prison. Ils sont élus démocratiquement par les Karamarsi, considérés par la dictature Aliyev comme étant des criminels de guerre. Donc ils sont en prison. On peut penser qu'ils sont torturés. On sait très bien que les Arméniens emprisonnés à Bakou ou ailleurs en Azerbaïdjan sont torturés. Donc voilà. Et pour finir, moi ça fait donc 35 ans que je vais en Arménie, et puis j'ai couvert pour mes livres et mes reportages une vingtaine de guerres. J'ai rarement vu un peuple aussi combatif que celui du Haut-Karabakh. Et pendant la première guerre du Karabakh, les années 90, je suis resté enfermé parce que mon hélicoptère avait été touché, je ne pouvais plus sortir de l'enclave qui était assiégée par les Azéris. Et je ne suis pas resté 6 mois, je suis resté beaucoup moins longtemps que ça. Mais c'était incroyable la combativité de ces jeunes et moins jeunes, des paysans qui partaient avec des trombons, des vieux fusils. Je me rappelle un dimanche matin, on était en haut d'une montagne, là. Un dimanche matin, on fait la messe, etc. Ils ont fait Guénatz. Guénatz, c'est boire le cognac arménien à votre santé. On l'a fait, tenez-vous bien, Marie, 42. Je peux vous dire que j'avais à peine à me lever. On a fait, on s'est même plus, on faisait Guénatz. Il tient super bien. Non, pas du tout, au contraire. Non, beaucoup moins que toi. On a fait Guénatz à l'Arménie, au Karabakh, à la mer du paysan combattant, etc. À mon école maternelle, tout le monde y passait. Et moi, je pouvais à peine me lever, je pouvais à peine noter. J'étais sur un banc d'une ferme, là, à l'extérieur. On voyait l'objectif à attaquer en bas, là, à quelques kilomètres, et ils sont partis au combat. Et aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire ces Karamarsi quand il y a des drones? Étrangement, c'est les mêmes drones. Les drones Bayraktar de la Turquie qu'on prend en Ukraine, qui sont du côté ukrainien contre la Russie.
Et là, les drones Bayraktar sont du côté azerbaïdjan. Quand vous avez des drones qui arrivent en face de vous, on a vu les images, hein, ils sont diffusés par les Azerbaïdjanais, qui touchent un tank, ça fait 3, 4, 5 morts. Les cimetières sont pleins en Arménie de tombes de jeunes combattants. On voit les dates de naissance de mort, 19, 20, 21, 22 ans, ça fait mal au cœur. Ce sont les forces vives. C'est pour ça aussi que l'Arménie avait demandé d'arrêter les combats. Et donc face à cette force technologique, les Arméniens ne peuvent rien. Ils peuvent faire quelque chose, c'est le soutien de la communauté internationale et la condamnation, encore une fois, des pays démocratiques, c'est très important. Alors, vas-y. Au-delà de la condamnation, ça serait des sanctions maintenant qu'il faudrait prendre. Oui. Non, mais pour compléter ce que disait Olivier, il y a beaucoup d'Arméniens qui reprochent au gouvernement des dernières décennies de s'être endormis sur leur laurier de la victoire de 94, 13, 14, je ne sais plus. Parce qu'à l'époque, c'était juste au moment de la chute de l'URSS, l'Arménie a récupéré le Haut-Karabakh. Pas récupéré parce qu'ils ne l'ont pas intégré, mais voilà, ils ont eu une victoire militaire, justement grâce à leur courage. Et ils étaient à 1 contre 8, je crois, enfin même plus, contre l'Azerbaïdjan. Et à la suite de ça, il y a eu une ligne de front, en fait, une ligne de cessez-le-feu, mais qui n'a jamais été transformée en paix. Enfin, ça n'a jamais été officialisé. Je me souviens quand, avec Olivier, on préparait notre voyage pour ce film qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais fait. À l'époque, moi, qui ne connaissais pas très bien, moi j'avais été une fois en Arménie, je ne connaissais pas très bien la situation, je me disais, waouh, enfin une ligne de front, c'est bon maintenant, quoi. Ça fait 30 ans que c'est comme ça, ils sont installés, ça ne va plus bouger. Et c'est un peu ce que reprochent les Arméniens au gouvernement de l'époque, de cette Tissa. Ça ne va plus bouger. Ils ne sont pas modernisés leur armée. Ils sont retrouvés en 2020 face à une armée moderne, avec en plus des mercenaires payés par la Turquie, et puis des drones. Et il nous disait, alors je crois que c'est Rarat qui nous disait ça, qui lui a combattu aussi en 2020, ou je ne sais plus qui a combattu en 2020, il nous disait, les gars, on n'a pas vu un Azéri, quoi. On a eu en face de nous des drones et des islamistes, des mecs de Daesh. Oui, non, en fait, c'est juste une petite anecdote pour situer exactement ce que tu dis. Moi, mon ami Garo, qui a fait donc, la première guerre dans les années 90, il m'explique que dès qu'il entend qu'il y a ce nouveau conflit, il reprend son fusil, mais son fusil de 90, il part, et en fait, il cherche l'ennemi, il n'y a pas d'ennemi, en fait. Et d'un seul coup, donc ils étaient une petite quinzaine, ils voient un drone au-dessus, ils font coucou, et puis 10 secondes après, il y a 15 morts, quoi. Enfin, donc ils cherchaient l'ennemi, ils étaient encore avec leur fusil des années 90. Quoi. Ce que vous évoquez dans votre bande dessinée, dans la bande dessinée Les Trois Vies d'Arménie, on va peut-être glisser justement vers ce travail-là qui est paru aux éditions de l'Usine, je crois, c'est ça, où vous rendez hommage à cette figure féminine, oui, Arménie. Comment vous la rencontrez au tout début ? Alors, moi, donc, c'est mon premier voyage en 2008, quand je pars avec mon sac à dos pour découvrir l'Arménie, pour découvrir, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le pays de ma grand-mère, mais parce qu'elle est de Constantinople, mais ça reste voilà, l'Arménie, les ancêtres, donc je pars là-bas comme une espèce de quête un peu personnelle de mes origines. Et dès ce premier voyage, je me retrouve à Gyumri et on m'avait donné quelques adresses, des gens à aller voir. Alors ça prend beaucoup de temps d'aller voir des gens en Arménie parce qu'on est invité à chaque fois pendant 3 jours. Et je me retrouve donc bizarrement dans un bâtiment plutôt assez moderne qui a été fait donc par SPFA, Jacques Patossian, et qui a donc participé pour faire cet établissement pour handicapés. Et la directrice, c'est Arminé qui m'accueille, donc sur son fauteuil roulant. Mais sur ce premier voyage, moi je fais une rencontre comme ça, comme j'en ai fait pas mal, mais je reste un petit peu juste sur cette rencontre. Je retourne l'année d'après à Gyumri, cette fois-ci pour jouer, donc alors pas avec les hommes de Barbac, avec Papier d'Arménie, qui est le groupe du chanteur de Bratch, Dan Garibian. On retrouve Arminé, et moi très naturellement un soir, donc on va dans un restaurant que si vous allez un jour à Gyumri, que je vous conseille, la pisciculture, et on se retrouve avec Arminé, vous connaissez Arminé. Je l'explique un peu dans la BD, hein, on est vraiment sur une soirée
où ça chante, Très où festive. on fait des guénats, où tout le monde est un petit peu en train de parler de choses plutôt légères. Et moi, je suis assis en face d'Arminet et le plus simplement du monde, je lui demande pourquoi tu es sur un fauteuil roulant. Enfin, pas pourquoi, mais quelles sont les circonstances. Est-ce que tu es né handicapé? Est-ce que tu as vécu quelque chose? Et là, c'est un fil qu'elle déroule et vous... Et ben, en fait, je pense que donc, comme mes parents ont toujours travaillé dans le milieu du handicap, c'était pour moi quelque chose de très naturel de lui demander finalement comme ça. Et là, elle se met vraiment à me raconter une histoire qui, moi, me scotche et puis me lance une invitation, en fait. Et je parle toujours de cette invitation parce que je pense que Arminet, c'est là que j'étais le premier à lui poser la question. Et Daniel, mon copain guide, la connaissait déjà depuis 10 ans, ne savait même pas pourquoi elle était en fauteuil roulant. Enfin, on savait comme ça un petit peu, mais personne ne lui avait vraiment posé la question véritablement. Ce que s'est-il passé, quoi. Et donc elle me raconte donc, cette histoire du tremblement de terre où elle est avec ses enfants, l'immeuble s'écroule, son père empêche les Russes qui étaient venus donc, avec des machines pour déblayer, empêche les Russes de faire ça avec un tractopelle, et il dit, je suis sûr qu'elle est vivante, donc ils enlèvent pierre par pierre, ils retrouvent Arminet, les enfants sont morts, le mari s'en va parce que du coup elle est amputée, elle n'a plus d'enfants, une femme sans enfants et avec les jambes amputées, le mari n'a pas eu, voilà, il est parti, et elle se retrouve dans cet hôpital, d'abord à Erevan puis ensuite à Moscou, et elle décide de mourir en fait, tout simplement. Elle demande au docteur de la faire mourir, et puis lui il lui montre en fait qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites, et notamment il lui passe une cassette de handiski, et elle voit ces gens donc, qui ont aussi parfois les jambes amputées ou qui sont handicapés des jambes et qui prennent cette espèce de truc bizarre là, pour descendre des pistes de ski. Elle décide de faire ça, et elle le raconte très bien, parce que dans la BD c'est pas raconté, mais il y a un film qui accompagne la BD. Elle le raconte très bien, c'est qu'en fait, un jour elle s'entraîne avec donc une championne de handiski suisse, et elle lui dit on va calculer ton temps à l'entraînement, et elle bat le record du monde à l'entraînement. Et en fait elle l'explique, Arminet, elle dit mais moi je suis en haut de la montagne et on me demande de descendre le plus vite possible, et comme je veux mourir, je vais le plus vite possible, et elle bat le record du monde. Et là donc elle intègre l'équipe arménienne, elle gagne donc elle est 3e à Atlanta, elle est 4e ensuite, je ne sais plus quels Jeux Olympiques, mais ceux d'après. Nagano, c'est ça. Et donc elle me raconte tout ça, elle me racontait. Et ensuite elle me dit mais finalement j'ai préféré revenir ici, et puis j'ai commencé donc, dans ce qui s'appelle Domik, c'est une espèce de grosse citerne comme ça. Elle avait construit d'abord son premier centre là-dedans, et ensuite il y a les rencontres avec Jacques Patossian, qui est quand même un personnage essentiel dans son histoire, puisque lui il a levé des fonds avec la diaspora, avec l'Europe, il est arrivé là-bas, il a fait ce centre, donc il y a un stade, il y a une salle de sport, il y a l'éveil musical. Et là, on comprend vraiment le titre de cette bande dessinée, Les 3 vies d'Arminet, puisqu'on découvre que cette femme a une force vitale et un courage incroyable qui donne une leçon de vie à tout le monde. Hein. Moi, c'était ça la première idée. Le premier projet, en fait, c'était vraiment un film que sur Arminet, que j'ai, donc moi, en amateur, que j'ai réalisé et que j'ai filmé avec des professionnels pour le coup, mais j'avais imaginé un scénario où elle racontait sa première vie dans sa maison, sa deuxième vie dans son bureau et sa troisième vie, parce que j'explique, pour moi les 3 vies, c'est sa première vie de femme arménienne, mariée avec 2 enfants, sachant que c'était pas un mariage d'amour, sa deuxième vie de sportive de haut niveau, et sa troisième vie où elle revient et elle devient une femme en fauteuil roulant qui dirige un centre, qui dirige des hommes en Arménie. Quand on voit ça, on croit qu'on a des hallucinations, parce qu'en plus elle a un sacré caractère. Et du coup, mon premier projet, c'était vraiment raconter sa vie. Donc j'ai fait un film, j'ai regardé le film, je me suis dit non, ça parle pas, c'est pas comme ça, c'est trop triste. J'ai rangé le projet dans un placard, et puis j'ai croisé Aurel. Aurel m'a proposé de le faire en bande dessinée, mais il me dit, Aurel ne le voyait pas comme ça en fait, et donc il voulait vraiment parler de l'Arménie, parce que moi, chaque fois je le dis, c'est que pour moi, Arminet, c'est la métaphore de l'Arménie.
c'est beaucoup de malheurs, beaucoup de combats, mais toujours ce courage de rester, d'être vivant et d'être encore là. Et puis à travers le portrait de cette femme, c'est aussi le portrait d'un pays que vous faites. Oui. Hein. On Oui, découvre aussi avec vous l'Arménie comme vous le découvrez les premières fois avec vos yeux de novice. Ça, c'était vraiment la volonté d'Aurel, de raconter l'Arménie au travers d'Arminé. En plus, le prénom, ça s'invente pas. Et du coup, cette bande dessinée, voilà, elle raconte vraiment mon arménité qui rencontre Arménie, qui revient ici en France, qui repart là-bas pour en tout cas travailler avec elle. Aujourd'hui, on fait de la musicothérapie dans son centre, on fait pas mal de choses avec elle. Et grâce à cette bande dessinée, moi, pour présenter cette bande dessinée, j'ai fait un spectacle. Ce spectacle, je l'ai filmé. J'ai mis des bouts de ce film dans mon premier film, et maintenant le film me plaît. Donc on a sorti le film gratuitement sur YouTube, tout le monde peut le regarder, c'est Les 3 vies d'Arminé. Et je pense que ça accompagne bien aussi la bande dessinée. Donc c'est un objet polymorphe, hein, ouais. À la fois film, BD, musique, voilà, c'est un peu tout ça. C'est un peu vous finalement. C'est ça le problème aussi des fois. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit bon, ta bande dessinée, voilà, on navigue sur pas mal de choses, mais voilà, c'est effectivement un peu le caractère. Ouais. Vous avez découvert cette bande dessinée ou pas encore? Non, pas encore. Vous allez pouvoir l'acquérir peut-être ou la feuilleter dans l'espace librairie là, qui se trouve ici, ou vous dédicacerez peut-être, Fredo? C'était cet après-midi. Ah, c'est fini maintenant? Oui, je repars demain, mais bon, ce soir, elle sera quand même au stand Ouais. Je connais pas la BD, mais je suis fan des orgues de Barbac depuis très longtemps. Je suis vraiment content d'en rencontrer. Je pense qu'il y a du monde dans ce cas-là. Oui, on va pouvoir poser des questions. Peut-être juste avant, j'aurais souhaité que Sampath nous raconte un peu l'histoire de l'arrivée de ses grands-parents en quelques mots, parce que je crois que c'est le cas aussi de pas mal de familles, et puis après on va passer aux questions. Si vous voulez, c'est une histoire de rescapé du génocide. Oui. C'est une histoire de rescapé du génocide, c'est-à-dire mon père est né en 1901, ma mère en 1911. Ils sont rescapés, c'est le long cheminement qu'ils ont eu jusqu'à leur arrivée en France. J'ai un héritage, si vous voulez, mais il y avait beaucoup de pudeur et ils ne voulaient pas transmettre le fardeau du malheur. Donc, mais néanmoins, c'était paradoxal parce qu'ils voulaient quand même transmettre le fait que l'ennemi, le méchant, le sanguinaire, le tortionnaire, c'était le Turc. Donc, ils voulaient quand même transmettre cette notion de faire attention aux Turcs, mais à côté de ça, c'était sûrement tellement douloureux qu'ils n'ont rien dit. Ils ont dit on a quitté nos maisons, on a quitté notre terre, c'est malheureux, ça a été très dur pour eux, ils ne parlaient pas la langue, ils sont arrivés petits. Mon père a été 1 an dans un orphelinat américain à Corfou, ma mère a vécu 4 ans en Crète, mais la Grèce était pauvre, donc il n'y avait pas à manger, il a fallu... Et alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il n'y avait plus d'hommes, puisque tous les hommes avaient été tués, donc c'était les mères, les mamans, enfin... mes grands-mères pour moi, qui devaient subvenir à la survie, à la subsistance des familles. Donc ce sont ces grands-mères qui sont débrouillées de ce long cheminement depuis l'Arménie, en passant par la Grèce, pour arriver en France, terre d'accueil, où moi je suis né. Voilà. Vous vous sentez français, arménien? Je me sens, comme dit Aznavour, 100% français, 100% arménien. Voilà. En tout cas, je remercie la France, c'est merveilleux d'être en France. Voilà. On peut peut-être passer donc aux questions du public. On va faire circuler quelques micros, et puis vous allez pouvoir réagir, peut-être témoigner, ou poser des questions, parce qu'on n'a bien sûr pas tout évoqué. Alors, un monsieur bien décidé au milieu. On se garde un petit quart d'heure de questions à peu près. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ces extraits. Première chose, mon soutien au peuple arménien et kurde qui a été évoqué. 2 petites remarques et une question. La première remarque, c'est que vous avez évoqué l'Iran, la Russie. Il y a 1 mois, le journal La Croix a évoqué une rencontre à Téhéran des chefs de la diplomatie arménienne, azérie, turque et le ministre des Affaires étrangères, Iran et russe. Et à l'issue de cette rencontre,
le représentant diplomatique de Téhéran a parlé de l'instauration d'une paix durable dans le Caucase Sud souhaitable et d'un accord de paix rapidement entre Bakou et Erevan. Donc peut-être votre avis là-dessus. Deuxième petite remarque, il y a un pays qui n'a pas été cité, malheureusement, c'est Israël. Le gouvernement d'extrême droite israélien soutient de manière très importante Bakou. Je pense qu'il faut quand même le signaler. Je voudrais dire aussi que les Arméniens qui vivent à Jérusalem-Est sont victimes d'un nettoyage ethnique et honteux. Ce n'est pas dit non plus. Je ne dis pas, vous ne le dites pas, mais ça n'a pas été dit aujourd'hui. Et donc, une question, et vous avez évoqué aussi le fait que ce n'était pas une guerre de religion. Je pense que ce qui se passe entre Israël et la Palestine n'est pas non plus une guerre de religion, mais une guerre de territoire. Quelles seraient pour vous, M. Weber, mais aussi les autres intervenants, les solutions pour la paix? On n'a pas évoqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut obliger, en passant par les grandes puissances, États-Unis, mais aussi Russie, Iran, etc., des quartets, tout ce que vous voulez, mais faire en sorte qu'on se réunisse autour d'une même table et qu'on arrive à la paix? Voilà, c'était ma question. Merci. Merci. Moi, je crois d'une part, alors, il y a un peu la réponse induite dans votre question. D'abord, il y a un émiettement des guerres de par le monde. Hein. Il y a la guerre en Irak qui n'est pas tout à fait finie, le Yémen, bien sûr le conflit israélo-palestinien qui a pris une nouvelle tournure depuis le 7 octobre, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce dicton en géopolitique, mais aussi dans la presse, dans l'espace médiatique, qui dit qu'une guerre en chasse une autre. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, y compris bien sûr ce qui se passe dans le Caucase. C'est pas une raison pour ne pas en parler d'une part. Deuxièmement, alors oui, l'Iran a essayé d'être un peu l'intermédiaire, on va dire, pour faire la paix. L'Iran, pays chiite, étant un pays hostile à un autre pays chiite qui est l'Azerbaïdjan, pour des raisons ethniques, on va dire, mais cherchant à protéger cet ancien allié ou cet allié qu'est l'Arménie, pays chrétien. Ça paraît bizarre, mais ça permet à l'Iran d'avoir un corridor terrestre pour aller vers le nord, pour échanger et se désenclaver. Donc il y a un intérêt réciproque. Les solutions pour la paix, moi je crois d'abord qu'il faut être très ferme au niveau des pays démocratiques et de la communauté internationale. Des sanctions, ça c'est très important. Et puis après, malheureusement, moi j'ai presque tendance à dire que l'enclave du Haut-Karabakh, elle passe ou elle va passer déjà par pertes et profits. C'est-à-dire que pratiquement impossible de reconquérir ce territoire. Donc l'idée maintenant, c'est d'établir la paix, c'est-à-dire que l'Arménie ne soit plus ou ne soit pas menacée par ses voisins hostiles, la Turquie d'un côté, on l'a dit, l'Azerbaïdjan de l'autre. Et là, c'est soit une conférence internationale, soit des réponses extrêmement fortes de la part des pays européens et bien sûr des pays des États-Unis. C'est très important. Malheureusement, il y a beaucoup de faiblesses de la part des pays démocratiques par rapport à ces nouveaux empires. Grosso modo, c'est vrai que la Russie, la Turquie, la Chine considèrent l'Europe comme étant une structure faible, contrairement à ce qu'ils pensent des États-Unis, qui est une hyperpuissance pour eux, évidemment. Mais l'Europe, pour eux, c'est une structure molle. Et il n'empêche, même si l'Europe n'a pas les moyens de sa défense, l'Europe peut parler en un nom collectif pour dire non à l'agression, évidemment, de ces nouveaux agresseurs que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie en particulier. Je me souviens, on a souvent entendu parler de casques bleus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'Arméniens qui nous ont dit qu'il nous faudrait des casques bleus, mais c'est impossible, puisque les gendarmes, c'est les Russes. On ne voit pas très bien comment aujourd'hui les États-Unis, on pourrait s'entendre avec les Russes pour avoir une force d'interposition. Mais une force d'interposition, j'en suis sûr. Pour finir très vite, je crois beaucoup quand même, pour l'avoir pratiqué aux Nations Unies pendant 5 ans, au droit international. Alors, évidemment, quand on voit ce qui se passe par rapport au conflit, le droit est totalement malmené, ce qu'on appelle le DIH, droit international humanitaire, tout ce qui est évidemment pénalisation, qualification en termes de crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité, mais il n'empêche, ce sont quand même des textes qui doivent être à nouveau portés par des résolutions, entre autres au Conseil de sécurité de l'ONU, y compris par la France. Nous, c'est ce qu'on avait demandé, Macron en particulier, la France, qui est un des 5 permanents du Conseil de sécurité, même s'il y a un veto de la part de la Russie, même s'il y a un veto d'une sanction de la part de la Chine, il n'empêche, la France peut et doit porter une résolution sur l'Arménie au Conseil de sécurité. Je crois que c'est quand même une voie qui porte encore, même si elle est contrecarrée par d'autres puissances, mais en tout cas, pour moi, c'est un minimum. On va essayer de prendre 2-3 autres questions. Il y a des gens qui ont déjà le micro ou pas? Non, le micro est là. Ah, madame. Ah,
Et puis après, devant le premier rang. Bonsoir. 2008 ou 2010, avec mon mari, nous avons décidé de faire un voyage en Turquie de l'Est. Et nous avons demandé à notre chauffeur turc de nous emmener dans l'ancienne capitale d'Arménie qui s'appelle Ani et qui est pleine de très belles églises en ruine. Quand on se promène là, le chauffeur turc, il nous dit que Ani, c'est en Turquie. Et de fait, le plateau où il y a ces églises, il est bordé par une rivière qui fait frontière avec un grillage, mais à l'hôtel, des petites brochures circulent qui vous disent, alors qu'elles sont écrites par des Turcs, qu'il n'y a pas de frontière entre l'Arménie et la Turquie à l'est. Donc c'était plus un témoignage. Madame? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Claudine Ketchadourian. Je suis présidente de l'association Rencontre et Culture Arménienne à Clermont-Ferrand. Ah. Donc je tenais à vous remercier, vraiment de la part de tous nos adhérents, parce qu'on attendait impatiemment votre film. J'ai eu beaucoup de colère en voyant les photos, le film. J'ai vraiment, ça a été très douloureux pour nous au niveau pour nous, Clermont-Ferrand, mais aussi au niveau de la France, j'imagine, et au niveau international, de ce qui s'est passé le 19 septembre au niveau de l'Artsakh. J'aurais deux questions. J'aurais voulu savoir comment allait être diffusé votre film, comment on peut se le procurer. Je crois que c'est en janvier-février, il me semble que c'est ça. Et j'aurais une deuxième question. J'ai eu M. Kevorkian au téléphone il y a 15 jours et il m'a parlé, je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question, il m'a parlé d'un gouvernement d'Artsakh en exil. Et il me semble que l'Arménie ne serait pas très contente de voir ce gouvernement en exil. Voilà, merci. Alors, Je répondrai sur le film très vite. Oui. Le film, on est en plein montage. ils n'ont pas fini encore. Ouais. Non, j'ai honte. Mais non. Mais si. Mais bon, voilà, on avance. Non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de boire. Non, non. Sérieusement, ça avance. Il sera terminé aux environs du 15 janvier. Alors Olivier a des contacts avec des distributeurs pour qu'ils puissent circuler un petit peu dans des salles de cinéma. Mais nous, l'idée, c'est qu'il soit le plus rapidement possible en libre accès. C'est aussi pour ça qu'on avait fait appel à un financement participatif, pour justement que les images puissent être diffusées très, très facilement et que nous, on cédait les images à ceux qui voulaient les utiliser, dans la mesure, bien sûr, où ça défend la cause, où elles ne sont pas détournées de leur usage. Mais voilà, donc 15 janvier. Là, il y a des témoins. Et pour le reste, je laisse répondre à Olivier. Là, il y a des témoins. Alors ça, personnellement, moi je suis d'origine arménienne, j'ai jamais entendu parler de ce gouvernement en exil. Je sais pas, c'est l'info que vous me donnez, je peux rien dire là-dessus, ça me paraît pour le moins hurlu-hurlu. Puisque l'idée c'est que l'Artsakh et l'Arménie ne font qu'un. Donc je vois pas en quoi il y aurait un gouvernement d'Artsakh en exil. Ça me semble vraiment très très surprenant comme info et même comme idée. Alors c'est d'autant plus surprenant, c'est que les anciens présidents, il y a beaucoup de politiques, il y a 7-8 politiques chefs de gouvernement de l'Artsakh qui sont prisonniers en Azerbaïdjan. Je vois pas trop quelles sont les personnalités qui pourraient chercher à recréer un gouvernement. Ça me semble totalement contre-productif. Un autre témoignage ou une question? En tout cas, merci de votre soutien, madame, c'est important. Et oui, comme disait Christophe, on va le sortir dans les salles de cinéma. On espère le sortir à Clermont et dans la région aussi, avec quelques salles de cinéma. Et bien sûr, les réseaux sociaux, où le film sera présenté différemment en version un peu plus courte. On attend que quelqu'un lève la main. Peut-être juste un petit mot sur votre dernier livre, Olivier Weber. On s'éloigne de l'Arménie, on se rend là en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, avec L'œil de l'archange. Là aussi, un très bel hommage à une femme, puisque Gerda Taro est au centre de votre roman, une femme
père de guerre, voilà, qui est morte en 1937. Mais il s'agit d'un roman. Hein. Oui, il s'agit d'un roman, enfin très court. Hein. C'est une femme qui a vraiment existé, qui est la première reporter de guerre morte sur un théâtre d'opération. Ouais. Elle avait 27 ans, enfin un peu moins de 27 ans d'ailleurs. C'était la compagne du fameux photographe Robert Capa. Elle était juive allemande, celle qui a créé pratiquement la légende de Robert Capa, celle qui a créé le surnom. Et ils ne se connaissaient pas encore, ils sont connus à Paris, puis ils ont décidé d'aller couvrir la guerre d'Espagne. Et c'est la dernière année d'existence de Gana Taro. Moi, je voulais, à partir de cette histoire vraie, romancer, pour parler d'abord de la guerre d'Espagne, parce que c'est vraiment le galop d'essai, l'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler comprend que Staline, encore lui, va abandonner les républicains, donc la gauche qui est au pouvoir en Espagne. Il va laisser le pouvoir montant donc, aux franquistes, aux putschistes du général Franco. Et puis deuxièmement, parler du reportage de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va là-bas? Pourquoi on va voir la guerre? Qu'est-ce qui se passe quand on revient? Les psys vous disent que quand on est témoin des victimes, donc voilà, c'est rappelle le syndrome post-traumatique de guerre. Moi, c'est évidemment, je l'ai connu sur le terrain, mais aussi au retour en France. Et voilà, je ne voulais pas parler de moi, je voulais parler de reporter de guerre. Et c'est une personne qui, si elle avait vécu encore, elle a été écrasée par un tank républicain. Quelqu'un qui était, moi je suis fou amoureux d'elle, et quelqu'un d'autre qui était fou amoureux d'elle, c'est Willy Brandt, le futur chancelier d'Allemagne. Et quand il a appris à Paris, en 1937, la mort de Gana Taro, il dit non, elle n'a pas été écrasée par un tank républicain, elle a été assassinée par les staliniens. Parce que Staline avait envoyé des hommes du NKVD, c'était le KGB de l'époque, pour tuer tout ce qui n'était pas assez stalinien. Il voulait tuer Malraux, il voulait tuer Orwell, qui n'était pas correspondant en guerre à l'époque, qui était combattant trotskiste dans les rangs du POUM, etc., etc. Donc moi, je me suis emparé de ces deux lignes dans une biographie en allemand pour en faire un roman. Et c'est aussi un roman d'amour, parce que c'est une femme qui avait échappé à la Gestapo en Allemagne à 23 ans, qui avait fait 15 jours de prison, qui avait séduit intellectuellement le chef de la prison en disant « mais je suis une bonne Allemande ». Et en fait, elle a pu partir de la prison et elle s'est dit à partir de ce moment-là, je suis en sursis, je vais profiter de la vie et je vais même avoir plusieurs histoires d'amour en même temps. Donc c'est aussi le récit de cette femme libre, on va dire, de l'entre-deux-guerres. Et pour elle, c'était vraiment l'entre-deux-guerres. On disait des années folles, et pour Gana Taro, qui était pour moi très intuitive, elle avait compris que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale s'annonçait. Et puis deuxièmement, pour finir, si elle avait vécu encore aussi longtemps que Capa, ça aurait été l'une des grandes photographes du siècle. Voilà. Donc une histoire d'amour aussi. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, on va se quitter là, et je vais prendre les mots qu'on retrouve dans la préface de votre livre, Fredo Burguière, la préface de Simon Abkarian. Je fais une petite citation. Vous m'en voulez pas? Alors, je cite: les héros, il faut les reconnaître de leur vivant sans attendre qu'ils se fassent tuer sur le champ de bataille. Les héros et les héroïnes, il faut les débusquer, les célébrer, s'asseoir à leur table chétive, mais toujours bien garnie pour celui qui vient de dehors. Banquet improvisé pour celui ou celle qui viendra et fera de cette table l'autel d'une antique civilisation dont la religion est le partage. Partage du savoir, du chagrin et du bonheur, du pain et du vin.